Il y a 1 an, 11 mois et 28 jours, j'ai terminé un roman qui a changé mon rapport à la lecture et à la littérature. Ce roman-là, si vous me connaissez un tout petit peu, ou même si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez duquel je vais parler, parce que ça fait 2 ans que j'ai que le nom de son auteur à la bouche, ça fait 2 ans que je ne fais que recommander ce roman, ça fait 2 ans que je ne fais que crier sur tous les toits que bah voilà, c'est un bouquin qui m'a changé la vie, et c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Sans plus de suspense, juste je sais pas où je l'ai mis. Hyper pratique parce que il est en bas. Voilà. Donc si ça tombe pendant la vidéo, vous saurez. Ce livre-là, et donc cet auteur, c'est Marcel Proust avec À la recherche du temps perdu. Il faut savoir d'ailleurs qu'on m'a déjà comparé physiquement à Marcel Proust, ça n'est arrivé qu'une fois. C'était la mère d'une amie. Je voulais juger de la ressemblance, voilà, on est d'accord, c'est faux. Pourquoi je commence la vidéo en abordant cette lecture? Bah simplement parce que, comme je l'ai dit, elle a changé mon rapport à la littérature. Et pourquoi elle a changé mon rapport à la littérature? Parce qu'en fait, pendant les 4 mois où j'ai lu À la recherche du temps perdu, donc on était en février à juin 2023, j'étais en Italie, j'étais en Erasmus là-bas, et j'étais vraiment plongé dans cette lecture. Et en fait, une fois que j'ai terminé la recherche, c'était donc le 22 juin 2023, c'était 3 jours avant mon départ de l'Italie, avant mon retour en France, et j'ai fermé ces pages-là, et juste je me suis dit, j'ai envie de la recommencer. Immédiatement j'avais envie de la recommencer parce que j'avais vraiment jamais vécu quelque chose de comparable dans une lecture. J'ai eu un vrai problème dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, c'est qu'en fait je n'ai pas réussi à me plonger dans un autre livre. Alors j'ai absolument pas recommencé À la recherche du temps perdu à ce moment-là, je savais qu'il fallait que j'attende quand même un petit peu, j'ai essayé d'avoir d'autres lectures, j'ai essayé de me plonger même dans des petits livres, dans des classiques, dans des livres de 200, 300 pages, des lectures assez courtes entre guillemets parce que à côté la recherche c'est bien 3500, 4000 pages en folio. Et en fait, les 2 premiers mois après ma lecture de la recherche, je n'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à mettre dedans parce que ça me plaisait pas en fait. Et puis bah, petit à petit, j'ai recommencé à lire des livres, sauf qu'en fait quand on lit un livre justement de 200-300 pages, qui n'a pas la même profondeur que la recherche, et tout simplement j'en suis venu à me dire, est-ce que je vais réussir à lire des livres qui ne seront pas Proust et qui réussiront à me plaire quand même. Je vous rassure, maintenant ça fait 2 ans et j'ai eu des lectures absolument exceptionnelles entre temps, je suis quand même passer à autre chose. Alors non, je suis pas passé à autre chose, mais j'ai quand même eu la chance de lire de très très beaux livres par la suite, donc je suis hyper content. Maintenant, je dois avouer que À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, c'est une lecture qui ne sort pas de ma tête, dans le sens où parfois je vais voir un film et puis bah je vais voir une référence à la recherche. Parfois je vais regarder une émission et puis je vais entendre que l'un des modèles de la personne qui va être interviewée, ça va être Marcel Proust. Parfois je vais commencer un livre et puis il va y avoir une référence cachée ou alors une référence explicite à la mémoire involontaire, à la Madeleine de Proust, à la recherche elle-même, à des personnages de la recherche. Et donc, dans le monde qui est le mien, cette lecture, elle est devenue tellement universelle que c'est impossible d'y échapper au quotidien. Et c'est ce qui fait que là, j'ai décidé de recommencer la recherche en ce 22 juin, pour les 2 ans de ma fin de lecture. Là, tout de suite, je suis en train de me regarder dans le retour écran et je me dis, mais que devient ma vie? Parce que de là à annoncer sur YouTube que je recommence la recherche de Proust comme si quelqu'un en avait quelque chose à faire, je me demande vraiment ce que j'ai fait de ma jeunesse. Il faut savoir que je suis encore jeune. Voilà, il y a des gens qui me demandent souvent mon âge, j'ai 22 ans. Et donc voilà, pour cette longue introduction de vidéo, je me voyais pas parler d'autre chose que de Proust, parce que pour moi, c'est l'exemple même de ce dont je veux parler, c'est-à-dire mon rapport à la consommation culturelle, et notamment à la consommation littéraire et cinématographique. Comme je l'ai dit, en fait, depuis que j'ai lu la recherche, j'ai lu plein d'autres bouquins. Et donc j'enchaîne entre des livres où je sais pertinemment que je vais aimer, parce qu'au fur et à mesure, voilà, j'aiguise mes goûts, je sais ce qui risque de me plaire, il y a des thématiques qui me parlent plus immédiatement que d'autres, il y a aussi une langue qui va me plaire plus rapidement qu'une autre, donc forcément si j'ai déjà lu un auteur et que je vais me plonger dans un autre de ses bouquins, il y a de fortes chances pour que ça puisse me plaire aussi, et il y a de fortes chances pour que je me risque moins à lire des auteurs que je ne connais pas. Bref, tout ça fait que petit à petit, je me retrouve à pouvoir sélectionner mes lectures, et je dis ça vraiment sans prétention, de manière à ce que ces lectures puissent me plaire avec une plus grande probabilité qu'avant. Donc là, quand vous m'écoutez, bah, vous allez vous dire, ok, c'est super, c'est trop bien, tu peux choisir que les bouquins qui vont te plaire. Le problème, c'est que moi, ça me cause souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'enchaîner, entre guillemets, les chefs-d'œuvre. Pourquoi j'ai pas envie d'enchaîner les super bonnes lectures? Bah, même si ça peut paraître contradictoire, en fait, à la fin d'un très bon roman, à la fin d'une très bonne lecture, il y a quand même une sorte de petite peine en nous qui nous fait regretter d'avoir tourné la dernière page et de devoir reposer le livre dans nos étagères ou dans nos piles, comme le témoigne mon rangement derrière. Et moi, je fais partie des gens où, quand je termine un livre, j'ai besoin de savoir immédiatement
quel livre je vais commencer après et j'ai besoin souvent, si je suis pas trop fatigué, d'en lire le premier chapitre. Le problème, c'est que quand on lit quelque chose de très très bien, on est souvent assez drainé émotionnellement à la fin du livre, et donc quand on commence quelque chose de nouveau, c'est très difficile de se plonger dedans, et c'est très difficile d'avoir la volonté de se plonger dedans. Si je vous donne un exemple que je n'ai pas vécu, si à la fin de la recherche, j'avais immédiatement décidé de commencer Les Misérables de Victor Hugo, et qu'à la fin j'avais immédiatement décidé de lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, est-ce que j'aurais vraiment pu apprécier les œuvres de la même manière que j'aurais pu les apprécier indépendamment? En fait, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que j'ai peur que ça me draine trop émotionnellement. Et donc, je pense que j'ai une sorte de biais inconscient qui me pousse à choisir des lectures médiocres entre des très bonnes lectures. Et donc, parfois, en fait, je vais finir un grand roman, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je parle pas forcément que des classiques parce que je vais trouver un attrait dans des romans qui sont des romans contemporains. Je lis pas mal quand même de littérature contemporaine. Mais c'est vrai que je vais avoir cette tendance, après une super bonne lecture, à choisir une lecture où je me dis, bon, ça a l'air un peu moyen, mais c'est court, c'est assez rapide. Bon, l'histoire a l'air légère, attrayante, alors je vais me plonger dedans. Et évidemment qu'en fait, j'en ressors une expérience de lecture beaucoup plus mitigée, bien plus moyenne, et que j'en ressors un petit peu déçu. Et c'est après cette déception seulement que je peux me replonger dans une lecture où je sais qu'il y aura plus d'intensité et où je vais pouvoir en tirer quelque chose de plus grand. Et donc je me questionne beaucoup par rapport à ça parce que je comprends pas pourquoi j'ai besoin de lire quelque chose de plus simple et de plus léger entre des lectures que je vais considérer comme plus grandes et plus importantes pour moi. Parce que d'un côté, je trouve ça aussi assez irrespectueux, entre guillemets, même s'ils s'en foutent parce que je leur dis pas ou parce que certains sont tout simplement morts. Je trouve ça un petit peu irrespectueux envers les auteurs ou les autrices, ou même les réalisateurs et réalisatrices, parce que je vais en parler, mais c'est une question qui me pose problème aussi pour le monde du cinéma. J'ai l'impression d'être irrespectueux en disant, bon voilà, je vais choisir cette lecture très légère, parce que ça fera bien contraste avec l'immense livre qui m'attend derrière et qui va être absolument génial et duquel je vais ressortir métamorphosé. Et là où ça me pose aussi problème, c'est que je me dis mais on a littéralement qu'une vie, que dans une vie on ne peut pas lire 14 milliards de livres et qu'au bout d'un moment, si je veux avoir une belle vie de lecteur remplie des lectures qui pourraient m'être les plus agréables, en fait il faut que je les choisisse au mieux. Et donc si je perds une partie de mon temps de lecture, un temps qui est quand même assez limité au sein d'une journée, si je perds une partie de ce temps de lecture à justement des livres pour lesquels je porte un intérêt relativement moyen, en fait le mouvement est quand même assez bête. Et donc ça me pose plusieurs questions. Ça me pose déjà une question de savoir si c'est un phénomène, un problème qui ne touche que moi. Alors je pense pas, je suis pas suffisamment narcissique pour le penser. Je suis quand même un petit peu narcissique quand même, je vous rassure, mais pas à ce point-là. Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce que justement je peux me sentir légitime à faire ça, dans le sens où en fait parfois, premier degré, je n'ai pas envie d'avoir une lecture trop lourde. Même si je sais que ça va être quelque chose de très grand, que je vais ressentir beaucoup de choses, etc., je suis pas en position de me mettre face à une lecture trop lourde. Et c'est pareil pour le cinéma, et c'est pour ça que je suis extrêmement friand des comédies merdiques, parce qu'en fait, tout simplement, ça me vide le cerveau. Et attention, moi, je dis pas ça du tout avec un regard élitiste, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à regarder ce qu'on appelle les petites comédies françaises, celles pour lesquelles on ne comprend pas pourquoi le CNC a donné des financements. Moi j'adore, je les regarde parfois parce que juste j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de me vider la tête. C'est juste que j'ai exactement ce même rapport avec la littérature et avec le cinéma, où la dernière fois par exemple, je regardais La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, qui est un film magnifique que j'ai adoré, et immédiatement, mais vraiment 5 minutes après, j'ai regardé Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, qui est un très très beau film aussi, et vraiment après je suis allé me coucher, je me suis dit ok, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup d'images en une soirée, j'avais regardé 4 heures de film, et c'était vraiment éprouvant. C'était vraiment éprouvant parce que d'un côté on a la grande bourgeoisie italienne qui en fait se fait chier et qui est complètement malheureuse, malgré l'image qu'elle peut renvoyer, et de l'autre côté on a une sorte de triangle amoureux très malsain, très mauvais, avec beaucoup de souffrance. Et donc à la fin, moi je suis allé me coucher et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je vais lire un bouquin? Bah non, je vais pas lire un bouquin parce qu'en fait en ce moment je suis en train de lire La Promesse de l'Aube de Romain Gary et qu'à chaque fois que je tourne 3 pages, ça me donne envie de pleurer. J'ai pas assez d'espace émotionnel, je pense, pour ça. Est-ce qu'il faudrait que j'aille voir un psy? Alors, parenthèse, imaginez, j'arrive vraiment chez le psy et je lui dis non mais
En ce moment, là j'ai dû enchaîner La Confession d'un enfant du siècle de Musset avec La promesse de l'aube de Gary. Je peux vous dire que ça a été très très dur, que ça a été très très lourd. J'ai dû même me plonger dans une pièce de théâtre légère. C'est vous dire, pour reprendre les choses sérieuses, au fur et à mesure que je parle, je me rends juste compte qu'on accorde moins de légitimité à la légèreté. C'est-à-dire que dès qu'une œuvre va être considérée comme légère, dès qu'une œuvre va pas forcément travailler le texte ou l'image en profondeur, et bah derrière, nous, on a des critères justement pour critiquer les films ou les livres, et ces critères, ils s'apprennent. Ils s'apprennent à travers notre regard, déjà, ils se construisent progressivement, et puis ils s'apprennent avec la critique que peuvent faire les autres, ou tout simplement l'étude que peuvent en faire les autres. C'est pour ça qu'il y a littéralement des gens dont le métier est celui de critique, ou alors de journaliste spécialisé dans la littérature ou le cinéma. Et forcément, c'est un travail qui est extrêmement intéressant, mais qui est extrêmement difficile parce que il suppose d'avoir un regard objectif et d'avoir également un regard subjectif pour personnaliser l'avis qu'il donne. Et ce regard objectif, il est aussi construit par des codes qui sont acquis au fur et à mesure de leur consommation d'œuvres. Le problème, c'est que Télérama, par exemple, ne mettra jamais les 3T au Tuche 5. Et là, vous vous dites, mais évidemment que Télérama, ils mettront jamais les 3T au Tuche 5. Bah moi, en fait, avant-hier, j'ai regardé God Save the Tuche, les Tuche 5, qui avait été vivement critiqué. Et en fait, j'ai passé un super moment. J'ai passé un super moment parce que moi, je suis hyper attendri par la relation entre Jeff Tuche et Cathy Tuche et que les blagues et les jeux de mots hyper absurdes du scénario me font rire. Voilà, vous pouvez en penser ce que vous voulez, moi j'adore regarder les tuches, ça me fait vraiment rire. Là je suis en train de penser au fait que j'ai commencé la vidéo en parlant de Proust, qui est littéralement le truc le plus légitime du monde, et que là je suis en train de parler des tuches. Mais tout ça pour dire que justement si Proust a toute sa légitimité et que les tuches ne l'ont pas, c'est simplement parce qu'on n'accorde pas de crédit à la légèreté. À la légèreté même quand elle est populaire, et justement parce qu'elle est populaire, et parce qu'elle fait du bien. On se dit que c'est peut-être une approche trop général qui va être capable de justement toucher tout le monde, de faire marrer tout le monde, et puis que l'écran va s'éteindre, que les lumières vont se rallumer, que le générique va défiler sur l'écran, puis qu'on va tous sortir et qu'on aura oublié le film. Mais non, parce que moi ça fait 2 jours que je pense au Tuche 5. Et justement, dans ce rapport à la généralité et à l'universalité qu'on peut trouver au Tuche, et ben en fait c'est un petit peu le même rapport que moi je trouve à la recherche. C'est-à-dire que je suis convaincu que à la recherche du temps perdu de Proust, si on y accorde le temps nécessaire, si on se laisse vraiment immerger dans l'œuvre, parce que je suis conscient que ça reste quand même assez opaque, surtout pour des non-lecteurs ou des gens qui lisent relativement peu, je sais que c'est une lecture qui peut faire peur. Et pourtant, je suis convaincu, et c'est vraiment quelque chose que je constate dans les gens autour de moi qui l'ont lu, que c'est une épreuve, une émotion universelle qui nous traverse à cette lecture, et que, ben, pour moi, Proust a autant d'universalité que Jean-Paul Rouve. Et par rapport à ça, j'utilise beaucoup Letterboxd pour le cinéma. Alors depuis pas longtemps, hein, vous pouvez m'ajouter, c'est Sagan Croco. Et j'utilise Goodreads pour enregistrer mes lectures. Et vous savez, pour enregistrer un film ou des lectures, on peut mettre une note. Et juste, je me demande comment les gens réagiraient si je mettais par exemple 5 étoiles au Tuche. Personne ne serait choqué si je mettais 5 étoiles sur Goodreads à la recherche, mais si je mettais 5 étoiles au Tuche, on se dirait ok, il abuse de fou, alors que je peux avoir passé un moment absolument génial. Donc voilà, je vous avoue que j'ai un petit peu filmé cette vidéo sur le pouce, j'avais pas du tout prévu de le faire à la base. C'est juste que c'est une question qui me trotte dans la tête depuis justement que j'ai revu les tuches et depuis que j'ai pris la décision de recommencer la recherche. Et vous savez quoi? Je me suis dit qu'en fait ce serait sympa de recommencer la recherche en vidéo parce que il y a 2 ans quand je l'avais lu, c'était déjà une expérience que j'avais partagée sur mon compte TikTok. J'avais fait un vlog de lecture, j'avais fait un retour de lecture. Et je pense que maintenant ce serait sympa de vous partager ce renouveau de lecture. S'il y a des gens d'ailleurs qui veulent se mettre à lire la recherche cet été et qu'on en discute, je sais pas, on peut créer un groupe Instagram ou quoi. Moi je suis hyper partant, j'ai déjà essayé de motiver certains de mes amis à lire la recherche avec moi cet été. Donc je vais la recommencer avec vous, avec cet exemplaire que m'a offert Jeanne, qui est en fait le manuscrit qui avait envoyé Proust aux maisons d'édition et qui avait été refusé. Donc dans cet exemplaire-là, on a le premier tome, on a le tome que Proust avait envoyé vraiment tel quel, et ensuite on a le tome qui a été édité, qu'on peut lire, qu'on peut acheter chez Folio en ce moment, quoi. Alors, je vais commencer la lecture. Je suis hyper content. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais jeter le journal que je croyais avoir encore en main et souffler ma lumière. Et j'étais bien étonné de voir autour de moi une obscurité qui, douce et reposante pour mes yeux, l'était peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause,
incompréhensible, comme une chose vraiment obscure et qui lui faisait sentir l'obscurité intérieure où il était lui aussi plongé. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains, qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit donner à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, au vent froid sous les étoiles qui désormais, toute sa vie, dans ces claires soirées qui suivent les averses, réveillera en lui le désir du départ, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore en voltigeant dans la solitude et le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Je vous rassure, le reste n'est pas aussi chiant, tout de suite on rentre, on va découvrir un petit peu les personnages. C'est aussi vraiment pas une lecture que je conseille de faire à voix haute parce que comme vous avez pu ou comme vous avez dû le constater, j'étais en état de détresse respiratoire au moins 3 fois durant 7 minutes de lecture. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez des formats un peu comme ça ou si vous avez d'autres idées. Et puis moi je m'en vais poursuivre la recherche.